Bien, on va passer d'abord au rapport. Monsieur Benoît Mournet, qui avait suivi de ce rapport et qui appartenait au groupe à l'origine de la demande, ne siégeant plus parmi nous, le bureau a décidé qu'il reviendrait à monsieur Jacques Auberty, rapporteur spécial développement des entreprises et régulations, de rapporter sur cette enquête. Je lui laisse la parole pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, Monsieur le rapporteur général. Chers collègues, je souhaite d'abord remercier la Cour pour ce rapport qui pose une analyse claire sur les difficultés que rencontrent les politiques de réindustrialisation entamées depuis plusieurs années et qui identifie bien les principes directeurs pour parvenir à un effort efficace et soutenable en faveur de l'industrie. Je remercie bien évidemment toutes les équipes qui m'ont accompagné dans cette analyse. Le titre du rapport, vous l'avez mentionné, des résultats encore fragiles. J'aurais préféré sans doute des résultats inégaux selon les mesures développées au fil des années, vous l'avez d'ailleurs souligné. En tout état de cause, nous vivons, et je dirais même en temps réel, ces résultats, les résultats de ces politiques qui peuvent être alarmants à certains égards et nous interroger sur la nécessité d'une stratégie, peut-être même de repli, pour éviter un atterrissage forcé. À cet égard, le PLF, qui nous sera sans doute imposé dans les jours qui viennent, sacrifie des pans entiers de la politique de soutien à l'industrie française avec l'arrêt programmé ou la baisse radicale de certains dispositifs d'accompagnement, avec le manque d'investissement suffisant dans la transition énergétique et l'innovation, voire encore avec la faiblesse des moyens dégagés pour valoriser des métiers qui ont radicalement changé. Sans parler évidemment de la carence de formation, tout cela a été bien dit. Autant de facteurs qui affectent la compétitivité de notre pays. Et je citerai quelques exemples, justement en matière de pôle de compétitivité, dont la Cour souligne l'efficacité. Les pôles de compétitivité voient dans ce PLF leur financement par l'État disparaître, sans avoir vérifié s'ils disposaient de la trésorerie nécessaire pour absorber un tel choc. Notons aussi l'alerte face à la fin du mécanisme d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique au 1er janvier 2026, dans un peu plus d'un an, alors qu'il s'agit bien d'un domaine dans lequel la France garde un avantage comparatif. Et au passage, apprécions la belle formule sur le bien fondé de la diminution des impôts de production, et plus particulièrement de la CVAE, à condition d'en garantir la neutralité pour nos finances publiques, condition, force est de le constater, non suivie aujourd'hui. Il serait d'ailleurs intéressant d'analyser les parts respectives des impôts dits de production et des impôts de consommation, en quelque sorte, dans différents pays pour savoir comment agir pour favoriser l'industrie française tout en gardant le même niveau d'intervention de l'État. Quant à notre capacité à intervenir pour préserver des entreprises stratégiques, les crédits du programme 862 sont divisés par 3, alors que le contexte nous obligera sans doute à intervenir en soutien direct à des entreprises en difficulté. L'actualité nous le rappelle. Et enfin, Bpifrance perd 100 millions d'euros normalement dédiés au financement de son activité de fonds de garantie et d'accompagnement en faveur de la transition énergétique et écologique et de la réindustrialisation, alors même que ce fonds était unanimement salué avec son effet de levier pour mobiliser des capitaux privés et sa frugalité en ressources publiques sous forme d'avance. Vous considérez d'ailleurs que certaines subventions ou certains crédits d'impôt massifs au demeurant, dans les domaines du soutien à l'emploi ou de la recherche, de l'innovation, sont particulièrement coûteux et vous notez l'absence ou l'insuffisance de conditionnalité et de contrôle. D'ailleurs, l'une de vos propositions est justement la priorisation du recours aux avances remboursables et aux garanties. Et c'est un point important qui suscite, pour ma part, deux questions. Les deux questions suivantes. Pourriez-vous développer cette priorisation en expliquant comment le recours à des aides non subventionnelles ciblées pourrait être intégré aux différentes étapes de la chaîne de production industrielle et quelle pourrait être la place
de Bpifrance dans un tel modèle de soutien à l'industrie. Le second aspect du rapport qui a attiré mon attention tient à la place des collectivités territoriales, de leur regroupement dans les politiques industrielles. La Cour note en effet que les collectivités occupent une part marginale dans les transferts financiers directs aux entreprises industrielles. Pourtant, on sait la place essentielle que peut occuper l'écosystème territorial dans les choix d'implantation des grands chefs d'industrie. Le rapport le souligne d'ailleurs et évoque les questions du foncier, de l'impact du ZAN, sachant que la moitié de la croissance en foncier pour développer l'industrie est d'ores et déjà fléchée sur des espaces naturels, agricoles et forestiers. La question des pôles de compétitivité, je l'ai dit, mais également la question des infrastructures locales, des transports, des établissements d'enseignement, des services de santé et de tous les services publics locaux essentiels à l'attractivité d'un territoire. D'ailleurs, votre rapport n'en fait pas mention en termes d'investissement, globalement. J'aurais donc là encore deux questions. Pourriez-vous développer la place que vous accordez à l'écosystème territorial dans les politiques de réindustrialisation, et vous évoquez les progrès significatifs qui pourraient être accomplis pour le dialogue stratégique entre l'État et les collectivités? Pourriez-vous donc développer ce point, éventuellement en présentant des exemples, des cas, y compris pour des territoires en devenir, pour des territoires industriels en devenir? Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président. Il faut éteindre votre micro. Merci, c'est bon. Merci, Monsieur le rapporteur, de l'intérêt que vous avez apporté à ce rapport et aussi de vos suggestions et remarques. Je ne peux naturellement pas faire de commentaires sur le PLF en cours, si ce n'est que nos recommandations doivent probablement avoir une traduction dans la politique financière du pays, et que si on souhaite avoir une priorité à l'industrie, naturellement, elle doit se marquer, mais je ne peux pas commenter en quoi que ce soit les mesures qui sont actuellement en discussion. S'agissant des impôts de production, notons qu'ils restent importants en France, malgré les baisses qui en ont réduit l'écart par rapport à nos partenaires. Sur la priorisation des avances remboursables, la place de Bpifrance sur les PME et TI en termes d'avances remboursables est déjà très importante, puisque dans le cas de France 2030, c'est 50% de subventions. Je pense que naturellement, c'est peut-être davantage encore dans la sélectivité, dans la qualité du choix des projets qu'on peut faire des progrès. Mais globalement, je le dis pas parce que j'ai eu l'occasion de porter devant votre assemblée les projets qui ont de création de Bpifrance et de présider à la naissance de cette institution. Je crois qu'on peut tirer un bilan très positif du caractère nécessaire de cette banque pour nos territoires et nos entreprises. Sur les aspects territoriaux, j'ai noté en présentant le rapport que l'écosystème territorial était en effet très important. Vous avez parlé du foncier, vous avez parlé de l'environnement global des entreprises, vous avez parlé de la formation. Notons aussi qu'il y a tout de même un certain nombre d'effets d'aubaine, et que c'est sans doute dans le dialogue, comme vous l'avez souligné, entre l'État et les acteurs locaux qu'on peut faire des progrès. Les pôles de compétitivité s'inscrivaient dans cette logique-là. Sur les impacts territoriaux, en étant un peu plus précis, je vais revenir sur les analyses que nous avons faites très récemment du programme Territoire d'industrie, en notant que ce programme n'a pas permis, malheureusement, de renverser significativement la tendance dans les territoires, mais tout juste, ce qui n'est déjà pas si mal, néanmoins, le maintien de l'emploi. Cette initiative, je le rappelle, visait à relancer la politique industrielle dans un cadre explicitement territorial, en instaurant une forme de gouvernance infrarégionale avec les EPCI. Elle est centrée sur les écosystèmes industriels et les territoires qui ont une part de l'industrie dans l'emploi local supérieure au taux national. 148 territoires d'industrie ont été identifiés en 2019, puis 197 lors d'une seconde vague en 2022. Un comité de suivi de projet local est constitué, animé par un binôme constitué d'un élu local et d'un acteur industriel. La nouvelle phase de territoire d'industrie, donc, qui
doit s'étendre sur 2023-2027 a été lancé sans évaluation préalable de l'étape précédente. Et donc, nous avons, nous, présenté une évaluation il y a quelques jours. Donc, ça tombe pas mal pour répondre à votre question. Il y a un effet positif que nous soulignons, qui est de faciliter une coordination et une concertation jugée indispensable par l'ensemble des acteurs à l'échelle du territoire. Et ça, naturellement, ça va être conforté et même renforcé sans aucun doute. Mais le programme n'a pas eu d'effet mesurable sur la priorisation des interventions publiques en faveur de l'industrie, notamment celle des opérateurs publics que sont l'ADEME, la Caisse des dépôts, BPI-France, Business France. Enfin, les impacts sur l'emploi industriel et les trajectoires des entreprises sont difficiles à mesurer. Ça nécessite sans doute plus de temps, mais notons que de nombreux territoires d'industrie ne sont pas parvenus à enrayer le déclin des années précédentes. Enfin, nous constatons qu'il n'y a toujours pas de dispositif d'évaluation ni d'indicateurs spécifiques pour mesurer l'atteinte des nouveaux objectifs fixés par l'État. Disons-le, je crois qu'il y a là très clairement des marges de progression qu'on doit mettre en œuvre. Pour la place des subventions, enfin, nous notons que les avances remboursables et les prêts nous paraissent plus efficaces et qu'elles sont déjà développées par BPI France, que France 2030 a introduit l'attribution de subventions comme un outil désormais plus important, mais les évaluations sont mitigées et elles montrent que le ciblage doit être amélioré, que l'efficacité des avances et des prêts reste au contraire prouvée. Nous aurons l'occasion de revenir dans les prochaines semaines sur ces constats, puisque nous allons approfondir notre réflexion sur les soutiens à l'économie. Merci, monsieur le député. Bien, je vais ouvrir le bal.